ans de présence en Allemagne. Qui eût cru, en 1946, que d'importantes forces belges resteraient un demi-siècle sur le sol de la République fédérale d'Allemagne? C'est ce demi-siècle que nous voulons vous raconter par le truchement de 3 vidéocassettes rassemblées en un coffret. Notre seule ambition est d'offrir un souvenir vivant, chaleureux, à tous ceux et toutes celles, militaires et civils, adultes et enfants, qui, à quelque titre que ce soit, ont fait partie des forces belges stationnées en Allemagne. Cette période constitue bien sûr un chapitre important de notre histoire militaire. Mais ce n'est pas tellement l'histoire avec un grand H que nous avons voulu traiter, mais plutôt des histoires multiples, vécues par des hommes, des femmes, des enfants, pour lesquels l'Allemagne est devenue une deuxième patrie, et où beaucoup ont passé les plus belles années de leur vie, quelles que soient les difficultés rencontrées. Une réflexion cependant. En 1946, les forces belges se sont installées dans un pays ravagé par la guerre. Pendant près de 50 ans, nous avons participé à la réussite de la plus grande opération de maintien de la paix jamais organisée en Europe. La paix n'est pas un droit acquis définitivement. Et l'envoi par la Belgique depuis 3 ans de plus de 10 000 casques bleus en opération extérieure en est une preuve. Que tous ceux et celles qui regardent ces films n'oublient pas qu'en fait, la paix est le dividende des efforts consentis par chaque nation pour assurer sa sécurité. Ce sont ces efforts, accomplis par les forces belges en Allemagne pendant 50 ans, auxquels nous voulons ici rendre hommage. Signé le 28 juin 1919 et concluant 5 années de guerre mondiale, le traité de Versailles ne satisfait aucun des ex-belligérants. L'ambassadeur de France, André-François Poncet, déclarera « Les Allemands briseront les chaînes dont on les charge aussitôt qu'ils le pourront ». La Belgique y perd sa neutralité de 1839, dont la guerre a démontré la faillite, mais obtient les cantons d'Eupen et de Malmedy et un mandat sur le Rwanda-Burundi. L'armée allemande ne peut plus occuper la rive gauche du Rhin, ainsi qu'une bande de 50 km de large à l'est du fleuve. L'Allemagne s'engage à réparer financièrement les dommages de guerre des Alliés. Devant les carences allemandes à respecter le plan de remboursement, la France et la Belgique prennent le contrôle militaire de la région industrielle de la Ruhr. À cette période difficile succèdent les années folles. La prospérité économique et un faux sentiment de sécurité paraissent s'installer, mais ils masquent les signes précurseurs de la crise. Les problèmes des minorités et des frontières n'ont pas été résolus. De nouveaux États ont émergé, les pays baltes, la Tchécoslovaquie, la Pologne, la Yougoslavie et la Hongrie. Ces nouvelles démocraties sont fragiles. La Société des Nations échoue dans son projet de désarmement général. Tous les germes du conflit à venir sont identifiables. Les crises se traduisent en autant d'attaques contre les régimes démocratiques. Face au progrès du communisme, on envisage le recours à des régimes autoritaires. En Italie, Benito Mussolini pousse le roi à lui confier le gouvernement du pays. Les coups d'État se succèdent en Bulgarie, Espagne, Pologne, Portugal, Yougoslavie et Roumanie. Le national-socialisme apparaît en Allemagne en tant que mouvement anti-révolutionnaire et anti-parlementaire. En 1921, Hitler devient le président du Parti ouvrier national-socialiste allemand. En 1923, toutefois, son putsch à Munich échoue. Emprisonné, Hitler rédige Mein Kampf qui présente les thèses nazies. Il sera rapidement libéré. L'idée dominante en est l'antisémitisme. Hitler y prône la défense du sol, il parle d'une race de seigneurs et prêche la foi aveugle dans le Führer.
des moyens spectaculaires sont employés pour renforcer le parti qui prétend arriver légalement au pouvoir. En 1932, le Parti national-socialiste est le plus puissant d'Allemagne. Le 30 janvier 1933, Hitler prête serment comme chancelier. En 1934, il devient Führer et chancelier du Reich. En Belgique, lors des élections de 1936, les nationalistes flamands doublent leur présence parlementaire. Les rexistes de Léon Degrelle, qui se présentent pour la première fois, font aussi triomphe. L'objectif immédiat de Hitler est la révision du traité de Versailles. L'Allemagne démissionne de la Société des Nations en 1933. Un an plus tard, la Sarre vote son rattachement au Reich. Hitler assure qu'il n'y aura plus d'autres revendications territoriales à formuler. Le service militaire obligatoire est rétabli en 1935. En 1936, l'Allemagne remilitarise la Rhénanie que les Belges avaient quittée en 1929. Le 14 octobre 1936, le roi Léopold III confirme la volonté de la Belgique de revenir à une politique de neutralité. Afin de la garantir, de sérieuses mesures sont prises. L'Allemagne, l'Italie, le Japon et l'Espagne s'associent en un pacte anti-comintern destiné à endiguer la progression du communisme. En novembre 1937, Hitler déclare que la conquête d'un nouvel espace vital au moyen de la force devient l'objectif primordial de la politique étrangère du national-socialisme. L'Autriche est annexée en 1938. Engagée dans la guerre civile espagnole, aux côtés de Franco, la Légion Condor permet à l'Allemagne de fourbir ses armes. La question du territoire des Sudètes à majorité allemande est revendiquée par Hitler, fait monter la tension en Europe. Lors de la conférence de Munich, les démocraties occidentales cèdent les Sudètes à Hitler, pensant ainsi pouvoir préserver la paix en Europe. This morning, I had another talk with the German Chancellor, Herr Hitler. And here is the paper which bears his name upon it as well as mine. Il se trompe. En 1939, Hitler crée le protectorat de Bohême-Moravie. Dans la foulée, Memel, ainsi que d'autres territoires lituaniens à majorité allemande, sont annexés. La Pologne est désormais menacée par l'Allemagne, qui revendique l'incorporation de Danzig au Reich et le droit de passage vers la Prusse orientale. Fin mars 1939, la Pologne mobilise. La France et la Grande-Bretagne promettent leur aide. La riposte est instantanée. Le 22 mai est signé le pacte d'acier qui enchaîne définitivement l'Italie à l'Allemagne. Mussolini en profite bientôt pour envahir l'Albanie.
Le 25 août 1939, un pacte de non-agression est signé entre l'Allemagne et l'Union soviétique. Le lendemain, la tension internationale provoque la mobilisation générale en Belgique. Le 1er septembre, les Allemands attaquent la Pologne, dont l'armée est rapidement écrasée. Les Russes en profitent pour les prendre à revers. Les deux agresseurs se partagent le pays. Le 3 septembre, la Grande-Bretagne et la France déclarent la guerre à l'Allemagne. Leurs troupes campent respectivement derrière la ligne Maginot et la ligne Siegfried. La drôle de guerre a commencé, elle durera 9 mois. Everybody's mucking in and doing their job, wearing a great big smile. 550 000 soldats belges sont prêts à faire respecter la neutralité du pays. Pourtant, les responsables du pays y croient de moins en moins. En octobre 1939, des contacts secrets sont pris avec les armées françaises et britanniques afin de coordonner les différents plans en cas d'invasion allemande à l'ouest. Le 10 janvier 1940, à la suite d'une panne de moteur, un avion militaire allemand se pose à Maasmechelen. Le plan d'invasion de la Belgique est saisi sur l'un des aviateurs. La Belgique et les Pays-Bas mettent leurs armées en état d'alerte. L'offensive allemande est postposée. Le 9 avril 1940, Hitler profite de cette situation pour envahir le Danemark et la Norvège, tandis que les Soviétiques occupent les pays baltes. Prévoyant une réédition du plan Schlieffen de 1914, les Français et les Britanniques réitèrent leur demande de pouvoir entrer en Belgique. Le plan de l'armée belge est enfin adapté à celui des Français. La position Canal Albert-Meuse devient la position de couverture de notre armée. Elle sera défendue pour protéger les troupes alliées sur la ligne Kaoué, qui constitue la position sur laquelle se livrera la bataille d'Arrêt. Le 10 mai 1940, sans déclaration de guerre préalable, une attaque d'envergure se développe à l'encontre des Pays-Bas, de la Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg. Selon les accords en vigueur, la Belgique fait appel à l'assistance franco-britannique. La chute rapide du fort moderne d'Ebenemal, la prise des ponts du canal Albert et la supériorité aérienne facilitent la progression allemande. L'attaque initiale est violente. Personne dans les états-majors alliés n'a imaginé une offensive allemande au travers du massif accidenté et boisé des Ardennes.
Les panzers se ruent en direction de la Meuse, qu'ils atteignent le 12 mai, malgré la résistance des chasseurs ardennais. La percée allemande oblige le commandement à accélérer le retrait des troupes belges derrière la ligne Kaoué. La position de Liège est abandonnée, les Pays-Bas capitulent le 14 mai. Toutes les routes sont encombrées de civils qui fuient les combats et qui se mélangent aux unités en mouvement dans le vacarme des attaques de Stuka. Devant l'avance allemande, le gouvernement belge envoie les troupes de renfort et d'instruction en France, soit plus de 200 000 hommes. Je suis sous-lieutenant à l'école d'application, sorti de l'école royale militaire. Je suis des cours scientifiques absolument. Nous sommes sans instruction militaire, n'avons même jamais tiré un coup de fusil. Ah, et vous participez au combat alors? Pas, absolument pas. Nous sommes envoyés à un camp d'instruction de sous-lieutenant d'artillerie qui d'abord doit s'installer à Bruxelles et finalement est envoyé dans le sud de la France. Et quel accueil recevez-vous par les Français? L'accueil est très bon, très amical, et même la nouvelle de la capitulation belge, exploitée par certains Français, entre autres le ministre Reynaud, ne change pas. L'attitude est plutôt une attitude apitoyée de la part de la population locale. Donc à un moment donné, vous allez prendre la décision de partir vers l'Angleterre. Mais les autorités décident qu'il faut rentrer en Belgique. Les autorités militaires font sur nous une pression terrible pour qu'on ne s'en aille pas. Mais certains, comme moi, décident de partir pour l'Angleterre et n'accompagnent pas le CISLA qui rentre en Belgique et sera prisonnier. Le 15 mai, les Allemands abordent la ligne Kaoué. C'est alors que parvient la nouvelle du désastre de Sedan, où les Allemands viennent de percer. Pour ne pas être pris à revers, les Français se retirent de la ligne Kaoué et reculent vers Arras. Les troupes combattant dans le nord sont acculées à la mer et menacées d'encerclement. Les armées du nord sont désormais coupées du reste des forces françaises. Une contre-attaque, à laquelle participa d'ailleurs le futur général de Gaulle, est élaborée. Elle sera vaine. Après des replis successifs qui les ramènent sur la Lys, nos troupes sont chargées de protéger le départ des Franco-Britanniques de l'enfer de Dunkerque. Le 27 mai au soir, après avoir communiqué sa décision aux Alliés, le roi Léopold III accepte, pour les troupes combattant en Belgique, la capitulation sans condition. Le cessez-le-feu est fixé au 28 mai à 4 heures. La campagne à l'ouest ne se termine pas avec la capitulation de la Belgique et le rembarquement du corps expéditionnaire britannique à Dunkerque. Les Français ne peuvent éviter la déroute. Le 22 juin, les Allemands leur accordent un armistice. La moitié nord du pays est occupée. Paris voit défiler des troupes ennemies sur les Champs-Élysées. Le poids des erreurs politiques et des mauvais choix stratégiques est autant responsable de la débâcle que l'impressionnante poussée allemande. L'armée de campagne belge est prisonnière et destinée à être enfermée dans les Oflac et Stalag du Reich. Les prisonniers de guerre flamands et ceux nécessaires à la bonne marche de l'industrie sont rapidement rapatriés. En septembre 1941, il reste encore plus de 80 000 prisonniers dans les camps. Malgré le désarroi causé par la capitulation, les Belges se regroupent et décident de continuer la lutte aux côtés des Alliés. Le 10 août 1940, le premier bataillon de fusiliers est formé en Grande-Bretagne. Un accord avec les Britanniques prévoit la création
d'une brigade forte de 2400 hommes. Parmi eux, des Belges venus des Amériques, de la Légion étrangère ou arrivés des territoires occupés via l'Espagne et Gibraltar. Hitler a donné des directives pour attaquer l'Angleterre. Il préférait toutefois que celle-ci accepte la paix. Devant le refus de Churchill, le Führer ordonne le bombardement massif de l'île, dont Göring lui assure l'écrasement rapide. C'est un échec et le 12 octobre, l'invasion de la Grande-Bretagne est postposée. Le blocus naval est toutefois maintenu, ainsi que les bombardements de Londres et des grands centres économiques. Le gouvernement belge s'est reformé à Londres et le Congo belge s'est rangé aux côtés des Alliés. En Belgique, le roi est prisonnier dans son château. Les ministères fonctionnent sous la direction de leurs secrétaires généraux. La gendarmerie continue ses activités. Un office des travaux de l'armée démobilisée, OTAD, est créé pour intégrer les démobilisés dans l'économie et l'administration du pays. L'office de renseignement et d'aide aux familles, ORAF, veille à l'aide matérielle et morale qui fait défaut aux familles des militaires absents. Dès l'été 40, de nombreux Belges s'opposent à l'occupant allemand et s'organisent au sein de la résistance clandestine. Avant la fin de l'année, des groupes de renseignement et d'évasion sont mis sur pied. En septembre 40, l'Allemagne, l'Italie et le Japon scellent entre eux le pacte tripartite qui les lie pour l'établissement du nouvel ordre européen et asiatique. Mussolini décide la conquête de la Grèce, mais devant les échecs de son allié, Hitler doit impliquer l'Allemagne dans la campagne des Balkans. Les forces allemandes sont à ce moment dispersées sur plusieurs théâtres d'opération et cela retarde d'autant la mise en œuvre du plan Barbarossa contre l'URSS. C'est finalement le 22 juin 1941 qu'Hitler lance l'offensive générale vers Leningrad, Moscou et la Crimée. Pendant ce temps, dans le Pacifique, l'agression japonaise du 7 décembre 1941 contre les forces américaines de Pearl Harbor entraîne les USA dans le conflit aux côtés des Alliés. Le conflit devient mondial. I ask that the Congress declare that since the unprovoked and dastardly attack by Japan on Sunday, December 7, 1941, a state of war has existed. De Londres, des contacts sont pris avec la résistance belge qui se voit dotée de statuts. Fin 1942, l'armée de l'intérieur s'organise et se dote de chefs appropriés. Août 1942, sur le front de l'Est, à l'offensive d'hiver soviétique succède celle d'été des Allemands qui atteignent Stalingrad sur la Volga. Octobre 1942, en Afrique du Nord, les Britanniques stoppent les Allemands à El Alamein, Montgomery les poursuit et force Rommel à évacuer la Tunisie. Novembre 1942, sous les ordres d'Eisenhower, les Anglo-Américains débarquent au Maroc et en Algérie.
Fin 42, les Soviétiques mènent une vigoureuse contre-offensive qui provoque le 31 janvier 43 la capitulation de von Paulus avec 2 groupes d'armées allemands à Stalingrad. Il s'agit d'un tournant de la guerre. Avec El Alamein et Stalingrad, la victoire vient de changer de camp. L'Union soviétique va collaborer et se joindre à l'alliance anglo-américaine. À la même époque, en Angleterre, le major breveté d'état-major Piron prend le commandement du 1st Belgian Independent Group. Ce groupement se compose de 3 compagnies d'infanterie motorisée, d'un escadron d'autoblindés, d'une batterie d'artillerie, d'une compagnie génie, de trains et de services. Bientôt appelé Groupement 1, l'unité poursuit son dur entraînement dans un climat de revanche en vue de l'invasion de l'Europe. En juillet 1943, les Alliés débarquent en Sicile. En septembre, ils sont en Italie, où après la chute de Mussolini, le général Badoglio obtient un armistice. À la mi-43, de nombreux mouvements de résistance sont contrôlés par Londres pour leur mission militaire. Le sabotage et les destructions du jour J sont planifiés. D'autres organisations se consacrent à la propagande, le renseignement ou la récupération d'aviateurs alliés abattus. À l'Est, face aux Soviétiques réorganisés, les Allemands désormais sur la défensive perdent du terrain. Le 6 juin 1944, le front des Balkans s'écroule et les Soviétiques avancent vers la Vistule. Le même jour, à l'ouest, les Alliés débarquent en Normandie pour créer ce second front que réclame Staline. L'opération Overlord est la plus grande opération terrestre jamais montée. Pendant ce temps, le groupement 1 du colonel Piron achève sa préparation. Le 27 juillet, l'unité devient la brigade indépendante belge et débarque du 3 au 7 août en Normandie, où rien n'est encore gagné, à J+60. Dès qu'ils parviennent à s'extraire du bocage normand, les Alliés entament une vaste guerre de mouvement en direction de la frontière allemande. Eisenhower, ancré dans sa conception stratégique de front large, opère un débarquement en Provence. Entre le 17 et le 28 août, la brigade Piron va libérer la côte fleurie entre l'estuaire de l'Orne et celui de la Seine. Au cours de cette progression, le lieutenant de Wandre fait irruption avec une Riquet blindée dans Pontaud-de-Mer. Le 26 août, on nous dit de foncer sur Pontaud-de-Mer en une seule colonne dans le but de prendre un pont sur la Risle et de couper l'ennemi qui recule en direction de Pontaud-de-Mer. Ah, il y a encore des Allemands dans Pontaud-de-Mer? En fait, il n'y en a plus, mais nous ne le savons pas. Et nous ne sommes pas du tout rassurés quand on fonce comme ça dans une colonne sur une route principale où on peut être démoli par un antitank allemand. C'est ça. Et qu'est-ce qui se passe dans Pontaud-de-Mer quand vous y arrivez? Eh bien, dès que nous arrivons, évidemment, nous cessons de foncer, nous reprenons notre drill de progression en tiroir, et nous approchons du pont, et ce pont est sauté, et il est tenu par un antitank allemand. Le 30 août, les 500 véhicules de la brigade franchissent la Seine et sont dirigés vers Arras. Le 2 septembre, le commandant du 30e corps d'armée dit au colonel Piron « Il entre dans mes intentions de prendre Bruxelles demain soir. Nos chars ouvriront la route, suivez-nous et détruisez toute résistance que nous rencontrerons en chemin. » Le 3 septembre, à 16h36, la brigade franchit la frontière à Rongy. Le 4 septembre, dans la foulée des Anglais et sous les folles acclamations de la population, la brigade Piron entre dans Bruxelles.
Le lieutenant de Wandre a précédé la brigade, il se souvient. 4 septembre, après avoir passé la nuit dans un fossé, on s'ébroue et on voit passer une petite colonne anglaise avec le général Horrocks qui s'arrête, désirant une escorte belge pour rentrer dans Bruxelles. Je suis désigné, je pars et je fais en un temps record Petit Anguien, Bruxelles. À l'arrivée dans Bruxelles, ça a dû être formidable. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est absolument incroyable. Les gens sont déjà amassés sur notre passage et tentent désespérément de nous arrêter et de monter sur nos véhicules. Or, j'ai reçu ordre de ne pas perdre de temps et d'amener le général Horrocks rapidement au château de Laken. Au château de Laken? Oui. Vous y rencontrez qui? On y rencontre la reine Élisabeth. Contre toute attente d'ailleurs, on rencontre la reine Élisabeth qui se précipite, nous embrasse, se fait présenter tout le monde. Finalement, le général Horrocks obtient l'autorisation d'installer son quartier général dans le parc et décide de repartir vers Alost. À ce moment-là, la reine a une réaction magnifique. Elle ne veut pas que nous partions sans avoir prévenu nos familles que nous sommes à Bruxelles. Elle fait ramasser toutes les adresses et enverra ce jour-là, ce matin-là, un message à nos familles. Après le débarquement, la résistance belge contribue également à la réussite du plan allié. Le 8 juin 1944 débute la phase de sabotage et le 1er septembre, celle de la guérilla. Les Alliés rendent hommage à ces résistants souvent mal équipés et mal armés qui ont payé un lourd tribut en vies humaines. Ces combattants de l'ombre sont désarmés à partir du 3 novembre 1944 sur ordre du gouvernement. Le 13 novembre, les jeunes résistants sont appelés à s'engager dans la nouvelle armée régulière belge. Le gouvernement belge de Londres crée 6 bataillons de fusiliers avec des volontaires du pays libéré. Trois sont mis à la disposition du 21e groupe d'armée britannique et les 3 autres du 12e groupe d'armée américain. In fine, 57 bataillons appelés Liberated Manpower Units seront formés. Les Allemands ont raidi leur défense. Après l'échec de l'opération aéroportée en Hollande pour se rendre maître des ponts sur le Rhin et la Meuse, le front s'est stabilisé. La brigade Piron est installée en défensive le long du canal de Wessem. Les Belges sont relevés le 17 novembre 1944 et envoyés en repos. Le 13 décembre 1944, des éléments du 6e bataillon de fusiliers sont les premiers à franchir la frontière belgo-allemande. Un ancien, M. Raskin, raconte. En 1944, notre action dans la résistance étant terminée, j'ai estimé qu'il était de mon devoir de m'engager dans la nouvelle armée belge composée de volontaires de guerre. Je suis entré au 6e bataillon de fusiliers à la caserne Marie-Henriette, à Namur. Malheureusement, les équipements n'ont pas suivi. Nous avons reçu une toile de tente qu'on mettait en poncho et une écharpe roulée, genre commando, qu'on mettait sur la tête. Nous sommes restés comme ça pendant 1 mois et demi en faisant du drill sans armes, puisque nous n'avions pas d'armes. Puis, nous avons reçu les équipements, ce qui consistait en un uniforme de récupération de l'armée britannique, 2 paires de bottines, un casque, une capote. Et 8 jours avant de partir au combat, nous avons reçu notre fusil, ce qui nous a permis de tirer 3 cartouches. Et le 12 décembre, nous partions en Allemagne. Nous étions dans la région d'Aix-la-Chapelle. Comme il était mis en grand à la frontière No Fraternization, il était interdit de fraterniser. Nous n'avons pas eu de contact avec la population allemande. La population allemande était pratiquement inexistante, ils étaient cachés dans des caves. Par après, on a vu un peu plus d'Allemands, mais toujours sans fraternisation. Et au-delà du Rhin, nous sommes arrivés dans la région de la Saxe, où il y avait alors là beaucoup de réfugiés, mais ces réfugiés, c'était des gens qui évitaient d'être sous la coupe des troupes soviétiques.
Notre mission, à nous, consistait, comme nous étions rattachés au 7e corps de la première armée américaine, notre mission consistait à protéger les flancs de progression de l'armée américaine, et ce qui fait que nous avons fait énormément de prisonniers, mais les prisonniers allemands étaient plus fort motivés et ils se rendaient assez facilement. Dans un sursaut pour couper les alliés du port d'Anvers, Hitler déclenche le 16 décembre 1944 une contre-offensive dans les Ardennes. Des Belges sont impliqués dans la bataille. Dès le 17 décembre, des compagnies du 5e et 6e bataillon de fusiliers se trouvent en première ligne à côté des Américains. Le plan allemand échoue. Une tête de pont est réalisée sur la rive droite du Rhin, à hauteur de Remagen. Les Alliés reprennent leur progression. La carte nous montre cette progression à laquelle les unités belges participent. La 4e compagnie du 12e bataillon de fusiliers franchit le pont Ludendorff les 10 et 11 mars et participe au nettoyage de Honnef. Le 6e bataillon arrive parmi les premiers dans les camps de Dora et Nordhausen. L'émotion est considérable à la suite de la découverte du système concentrationnaire nazi. Le drame des camps d'extermination est mis à jour et dénoncé. Sur les traces de Patton, des compagnies du 17e bataillon atteignent Pilsen, en Tchécoslovaquie, début mai. Le 3 avril 1945, la brigade Libération commence sa seconde campagne de Hollande. Les opérations offensives sont toutefois arrêtées à partir du 26 avril et le 5 mai, un cessez-le-feu est annoncé. Pendant ce temps, les Soviétiques ont lancé une offensive, les amenant sur l'Oder. Le 16 avril, ils reprennent leur progression et encerclent Berlin le 24. Américains et Russes font leur jonction sur l'Elbe. Le partage du Monde a été décidé en février 1945 par Churchill, Roosevelt et Staline à la conférence de Yalta. Les Soviétiques occupent la Pologne, la Roumanie, la Yougoslavie, la Hongrie, l'Autriche et la Tchécoslovaquie. Dans l'armée belge, qui se reconstitue principalement au départ de la brigade Piron, les compagnies d'infanterie et du génie deviennent des bataillons, les unités d'autoblindés et d'artillerie, des régiments. Depuis son engagement initial, la brigade Piron a eu 90 tués, 38 disparus et 2039 évacués pour blessures. La première brigade Libération n'est pas la seule brigade belge créée durant la guerre. Entre janvier et juin 1945, 5 autres brigades sont formées en Irlande. À partir de l'été 1945, ces brigades gagnent l'Allemagne où elles sont assignées à des missions de garde et de patrouille. Pour apporter ma quote-part dans la libération du pays, je m'engage comme volontaire de guerre en novembre 1944. Je suis désigné pour la 2e brigade d'infanterie Isère et le 1er février 1945, je m'embarque en stand pour l'Irlande du Nord. Notre entraînement intensif n'est que très peu perturbé par la capitulation allemande du 8 mai. En effet, on nous avait prévenu qu'une nouvelle mission était possible contre les Japonais dans le Pacifique. Mais un peu plus tard, il y eut Hiroshima, et ce fut alors le départ de la brigade pour l'Allemagne occupée. En y pénétrant, début septembre, nous sommes impressionnés par l'ampleur des dégâts dans les villes, et particulièrement à Jülich, où j'avais passé les premières années de ma vie. Mais l'ambiance n'était pas à la pitié, mais bien à la satisfaction. Installés à 30 km à l'est de Cologne, nous sommes cantonnés dans des tâches d'occupants, c'est-à-dire beaucoup de gardes, des patrouilles de jour et de nuit et des perquisitions. Ces dernières constituaient notre mission préférée parce que
C'était la seule qui nous permettait d'assouvir un tant soit peu notre soif de vengeance. Aussi, les Allemands, après chaque visite, avaient fort à faire pour remettre leur logement en ordre. Le premier corps d'armée se crée au départ de toutes ces unités qui, au printemps 1945, participent à l'occupation de l'Allemagne. Alors que la première brigade continue le combat, l'armée belge se reconstitue. En novembre 1944, le gouvernement a décidé la création de 5 brigades d'infanterie. Elles seront instruites en Irlande. Février 1945. Les Alliés se partagent l'Europe à Yalta. Les secteurs d'occupation de l'Allemagne sont attribués aux 3 grands, dont les USA et l'Angleterre, qui cèdent une partie du leur à la France. À Londres, pour la première fois, on évoque la participation belge à l'occupation de l'Allemagne. En avril 1945, les Britanniques acceptent l'idée de céder la partie sud de leur zone à la Belgique, sans toutefois lui en confier le gouvernement militaire. Les visées françaises en direction de la région industrielle ex-Cologne ne sont pas étrangères à ces décisions. Pendant ce temps, la première brigade a quitté la Hollande pour l'Allemagne. Le 15 mai, après la capitulation allemande, elle occupe Burgsteinfurt, puis Euld. À Burgsteinfurt, on avait rassemblé la population aux soins des MP pour aller, et avec l'accord des autorités allemandes locales et de la police allemande locale, pour obliger la population à assister à un film sur les camps de concentration. Un film que les Américains et les Anglais venaient de terminer. Alors voir toute cette population, tous sexes confondus, c'est-à-dire surtout des vieillards, des femmes et des enfants, assister à ce spectacle, c'était assez étonnant. Et on les a vus sortir, personnellement, je les ai vus sortir. Certains étaient bouleversés et visiblement n'étaient pas au courant. On recherchait surtout les anciens SS, que les SS portaient un tatouage, leur groupe sanguin sous le bras. Alors on leur a demandé de tomber la veste et certains étaient très ennuyés parce qu'ils étaient dans le cas. Tegenover de Belgen denk ik dat ze wantrouwig waren. Dat ze omgingen met de Engelsen, dat kan ik niet zeggen, maar toen wij zeiden, toen we hen zeiden dat we Belgen waren, dan was er wel een beetje verbazing en een beetje achterdocht. En was daar een bepaalde reden voor? Maar ze wisten ook zeker hoe zij thuis gehouden hadden in België gedurende de oorlog. Misschien hadden ze schrik van een vergelding. Maar dat is dan wel vlug geduwd, neem ik aan. Dat is vlug geduwd, ja. Maar er was toch altijd een zekere kaste Duitsers die bij ons met laten we zeggen, wantrouwen keken. We hebben dan het woord fraternisatie is gevallen, dat was natuurlijk niet toegelaten in geen enkel van de legers van de overwinnaars. Maar in de praktijk heeft het lang geduurd voor men dat door de vingers kon kijken? Ja, officieel ja, maar van individu tot individu was dat ook vergenoegd, want je kunt zo niet voortleven. Mensen in de onmiddellijke nabijheid. Er was wel een opkomst van, laten we zeggen, een poging tot verhelding als wij die film gezien hebben. Want wij wisten in mei 1945, wisten wij niet wat er in die kampen gaande geweest was. En voor ons was dat zelf een openbaring. En de Duitsers werden dus verplicht om te gaan bekijken of ze kregen geen zegels om in te komen.
La première division est constituée en juin, la deuxième en octobre. De retour d'Irlande, les nouvelles brigades d'infanterie participent, au fil des relèves, à l'occupation de l'Allemagne sous commandement allié. Fin 1945, les volontaires de guerre sont progressivement démobilisés et remplacés par les premières levées de miliciens. Meneer de Lippeleur, u was dienstplichtig van de lichting 45. Dus u hebt het allemaal meegemaakt, u bent naar Duitsland gegaan. En hoe verliep dat eerste contact? Het eerste contact was, er was een verwoest land te krijgen. Ja. Dus ik heb gezegd, over door Aken te rijden, dat bijna haast nacht nodig. Dus dat was puinhopen met die camions, dat was heel moeilijk. En ook de wegen, wat bomen die nog aflagen zo weer. Zodanig dat het wel de goede 2 dagen duurde dat we in Krefeld waren. Wat deed u zo'n hele dag? Wij werden de wagens, we moesten de recuperatie doen. De recuperatie, dat zijn bijvoorbeeld waarin naar Troordorf, naar Bergislagbad, die andere steen, waar grote fabrieken waren. En in die fabrieken waren grote magazijnen, waar dat tuig, die magazijnen, wat je goede en andere dingen, die moesten naar Aftraan naar België komen. Oftewel, niet op het, naar het station, dat paraden naar de Nijzerweg, voor ergens, ik weet niet waar. De eerste vrije tijd, dat was onder elkaar, er was niks. En Duitsland kon niet zeggen van daar is dat toe. Dan konden we vooral elkaar spelen of zo meer. Ziet, jongens onder elkaar, die amuseerden zich. Wat moet je doen? Achteraf kwamen we stilaan de Duitsers terug, want deze kant van de Rijn was er niet meer te zien. Die mensen waren allemaal gelegd. En die kwamen stilaan terug. Daar hadden wij bijvoorbeeld al een keer een neus, want ze met die open was, dan zeg ik, we kunnen daar een keer binnen gaan. Met een paar soldaten gaan we daar een keer binnen, daar was er, compagnie, dus een andere compagnie, met die mensen te spreken en zo. In het eerste ogenblik, maar hebben we dat toch gedaan. En zo kregen we stil contact. De eerste keer dat ik schrik had van een Duits, dan moet ik echt zeggen, in de kazerne kwam er een Duitser, een bejaagd mens, als coiffeur. En maar die man met zijn mes, met zijn scheer, maar hij zei, de meeste als hij nu kapt ik het. Dès le début de 1946, le gouvernement belge entrevoit une occupation de longue durée. Elle nécessitera la mise en place de nombreux services dont les premiers s'organisent rapidement. Ancêtre de l'OCASC, l'Office central d'action sociale et culturelle et de messe et club BELAC, pour Belgian and Allied Army Club, ouvre à partir de juillet 1945 15 clubs en Allemagne. Ils permettront à nos militaires éloignés du pays de retrouver une ambiance propre à les distraire. Madame Moulia, oui, comment est-ce qu'on a recruté, au fond, tant de jeunes filles pour aller là-bas? Je crois que la plupart d'entre nous sont allés et ont entendu parler de l'organisation et voulant faire quelque chose pour la Belgique, les Belges. Après cette guerre, dans l'ensemble, nous étions fort jeunes et nous aurions voulu faire quelque chose et nous avons dû attendre d'avoir un âge un petit peu plus normal pour nous engager à ce genre de choses. Et vous vous engagez pour combien de temps? Il n'y avait pas de durée précise, il suffisait de donner sa démission si on souhaitait quitter, puisque nous étions volontaires bénévoles. Il y en a qui sont restés longtemps? Oui, je peux dire personnellement, je suis restée de 48 à fin 53. Est-ce qu'il y a eu des mariages parmi les Bélac et les militaires? Oui. C'est pour ça. C'est votre cas. Que j'ai quitté après 22 mois, et 2 mois après, je suis revenue avec mon mari en Allemagne. Et qu'est-ce qui a mis fin à l'existence de Bélac? Est-ce que c'est le changement de statut, la fin du statut d'occupation ou qu'est-ce qui s'est passé? Non, je ne suis pas certaine. À vrai dire,
je sais que nous avons été remplacés par la CMC. Et je pense que ces deux-là, les soldats à ce moment-là ont été, depuis déjà un petit moment, été réautorisés à aller dans des établissements allemands. Et de ce fait-là, nous n'avions plus nécessairement la même utilité sociale que nous avions en principe dans nos activités. L'équipe qui a précédé la création de l'ELAC s'appelait BBW, Belgian Brigade Welfare. Et les précurseurs, la fondatrice de l'organisation est l'épouse du commandant comte de Limbourg-Stiron, qui étaient des princesses de l'île et qui avait engagé des dames pour s'occuper des pauvres petits soldats. Mais ça s'est très bien passé et certaines d'entre elles ont fait campagne, la deuxième campagne de Hollande. De la ligne évidemment, mais avec les troupes combattantes. En complément, un service welfare est constitué. Il est chargé d'organiser des activités de détente pour le plus grand nombre. Les loisirs du soldat, ça comptait. Comme nous étions en Deutschdorf, il y avait un nouveau film tous les 3 jours. Tous les jours, un nouveau film. Le cinéma était devenu, les Anglais avaient fait pendant la guerre du cinéma un temple de civisme. On voyait des films de guerre, les bons étaient toujours récompensés, les mauvais étaient toujours punis. C'était hautement moralisateur. On a continué ce système-là pendant un certain nombre d'années. Mais nous ne sommes jamais pleins d'ennui. Le commandement de la main-d'œuvre civile arrive dans la zone en mars 1946. Sa mission consiste à mettre du personnel allemand gratuitement à la disposition des unités, services et familles qui le désirent. Moi, je m'occupais d'un bureau de main-d'œuvre civile à Aix-la-Chapelle où il y avait 2500 personnes gérées, les servantes de ménage jusqu'aux chirurgiens d'hôpitaux. Et la grosse partie, le gros bloc, était les corps forestiers. Et c'était facile de les recruter, oui. Ah, c'était assez facile de les recruter parce qu'il ne fallait pas se donner de peine. C'était eux qui venaient directement. Comme ils étaient privés à peu près de tout à cette époque-là, ils ne demandaient qu'une chose, c'était de travailler pour les troupes. Est-ce qu'ils étaient, disons, fidèles, zélés, de bonne volonté? Ah, ben écoutez, au début, oui. Mais alors, au fur et à mesure que l'industrie allemande se renaissait, là, il y avait évidemment des appels vers les fabriques allemandes, etc. Alors là, on perdait et il fallait recruter alors d'autres main-d'œuvre. Les rapports ont toujours été extrêmement cordiaux entre la main-d'œuvre civile et les militaires. Quels étaient les effectifs allemands? Lorsque je suis arrivé, il y avait environ 22 000 personnes allemandes pour la toute grosse majorité. Et quelle époque? En 1955. La ville de Cologne, à l'époque, en 1955, possédait déjà une usine forte. Et chaque fois que l'usine forte avait besoin de mécaniciens, elle l'appelait nos mécaniciens d'Ischendorf, leur donnait un marque ou deux en supplément par jour ou par heure, je ne m'en souviens plus. Et lorsque le travail n'a pas été terminé, il remettait sa jambe au chômage et ces gens venaient naturellement récupérer pour venir travailler chez nous. La même année sont créés les hôpitaux de campagne numéro 1 à Bensberg et numéro 3 à Soest. La section médicale dirige le service de santé du corps. « 11 bureaux de postes secondaires sont ouverts, dont le premier s'établit à Monschau. Il dessert le corps des forestiers destinés à fournir du bois pour les charbonnages et pour la reconstruction. Les unités de Sédichar, service de distribution de charbon, utilisent des prisonniers allemands pour livrer le charbon dont la Belgique a le plus grand besoin. Les sections de la première compagnie NP s'installent dans les garnisons. Leur mission consiste à réprimer le marché noir, à faire respecter le couvre-feu, à rechercher les criminels de guerre et à imposer la discipline.
Des sections de prévôté sont créées au sein du corps d'armée et de chaque division dès le 12 mars 1946. Un conseil de guerre mobile existe à Bad Godesberg. Dans sa zone, la Belgique a prévu le déploiement d'un état-major de corps d'armée existant à Bruxelles depuis le 3 janvier 1946, de 2 divisions et de troupes de corps. L'occupation serait effective pour le 1er avril 1946. L'état-major de la première division arrive à Bad Godesberg le 13 mars. Il reprend la responsabilité de la zone jusqu'alors dévolue à la division des gardes. Outre Cologne, il coiffe dans la région de Aix-la-Chapelle et de Bonn les unités belges jusqu'alors sous commandement opérationnel britannique. L'armement de base se compose du fusil Lee-Enfield, de la mitraillette Sten, du fusil-mitrailleur Bren, de l'arme anti-char Piat et du mortier de 3 pouces. Alors que les véhicules les plus significatifs, outre la fameuse Jeep Willys, se nomment Scout Car, Mark III, Lloyd Carrier, Staghound et Fortson. Ces missions sont la sécurité intérieure, y compris celle des camps de prisonniers, l'assistance aux Britanniques et le désarmement des Allemands. L'entraînement et l'instruction occupent largement les journées. Les militaires anciens prisonniers de guerre rejoignent les unités à cette époque. Si dans certains pays, comme la France, il y a eu une scission entre les anciens d'Angleterre, les anciens prisonniers et les résistants, chez nous, c'était très très peu grave.